Saviez-vous que sans cette moto oubliée, il n'y aurait pas de moto Yamaha du tout? Avant les R1, avant les Rossi, Yamaha a tout misé sur une machine quand personne n'y croyait. Elle a osé monter la pente quand d'autres jouaient la sécurité et cela a fonctionné. Contexte d'après-guerre, naissance de l'entreprise. Tout a commencé avec un piano et une question. Comment survivre à une guerre quand votre produit n'est que de la musique? Avant que le nom Yamaha ne soit inscrit sur des moteurs, il était inscrit sur des harmoniums, des flûtes et des pianos de concert. La société derrière tout cela, Nippon Gaki, avait bâti sa réputation sur le son. Pendant des décennies, elle a fabriqué certains des meilleurs instruments du Japon. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, la musique n'était pas une priorité. Le Japon était en ruine et le monde que Nippon Gaki avait autrefois servi avait disparu. Les usines étaient endommagées. Les routes maritimes étaient peu fiables. Les gens ordinaires n'avaient pas l'argent pour des pianos à queue. Ils avaient besoin d'emploi. Ils avaient besoin de transport. Ils avaient besoin de quelque chose de pratique, et ils en avaient besoin rapidement. À Hamamatsu, où l'usine de Nippon Gaki était à l'arrêt, son président, Jenichi Kawakami, savait que revenir aux affaires comme d'habitude n'était pas une option. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire, il s'agissait de réinventer. Il a regardé autour de lui les outils qu'ils avaient encore, des tours de précision, des moules de moteur, et des ouvriers formés au travail délicat du métal. Il a vu une issue, non pas en fabriquant plus d'instruments, mais en fabriquant des machines. Et pas n'importe quelle machine, des motos. À l'époque, le Japon était désespéré de trouver un moyen de transport personnel fiable. Les routes étaient bombardées, les chemins de fer étaient surchargés au-delà de leur capacité. La personne moyenne ne pouvait pas se permettre une voiture. Au lieu de cela, il comptait sur des vélos usés ou des moteurs à clips motorisés montés sur des cadres. Ces vélos de fortune tout sautaient, tombaient en panne et survivaient rarement au trajet quotidien. Il y avait déjà des entreprises de motos essayant de résoudre ce problème, y compris Honda et Suzuki, mais la plupart de leurs offres étaient soit sous-alimentées, soit mal construites. Jenichi Kawakami a vu une opportunité. Il voulait que Nippon Gaki construise quelque chose de mieux. Pas un jouet, pas une copie. Une machine. En 1953, il a donné un ordre direct à ses ingénieurs. Construisez une moto. Étudiez les meilleurs du monde. Commencez par quelque chose de connu et améliorez-le. Son équipe, formée à fabriquer des flûtes et des corps, n'était pas vraiment enthousiaste, mais elle a écouté. Ils ont commencé à examiner un design qui était devenu un modèle mondial, le DKW RT 125 allemand. Le DKW était simplement à 2 temps, monocylindre, avec une solide réputation. Après la guerre, son design est devenu largement disponible dans le cadre des réparations de guerre. Harley-Davidson l'a copié, BSA en Grande-Bretagne aussi. Même les soviétiques en avaient une version. Mais Yamaha ne s'est pas contenté de la copier, ils l'ont améliorée. Ils ont développé un moteur de 123 cm3 avec un calage des pores affinés et une fiabilité accrue. Ils ont ajouté une transmission à 4 vitesses au lieu des 3 standards. Ils ont conçu un cadre en acier à double berceau inspiré des coureurs routiers européens et ensuite ils lui ont donné quelque chose qu'aucune autre moto n'avait, une finition laquée rouge-marron profond avec des filets dorés élégants, plus comme une œuvre d'art qu'une machine de transport. Les ingénieurs l'ont testé secrètement. Pour éviter l'embarras en cas d'échec, ils n'ont même pas utilisé le nom Yamaha. Les premiers tests étaient marqués sous le nom Dowa juste au cas où, mais la moto a fonctionné. Il a démarré en douceur, a changé de vitesse proprement et a mieux manié que prévu. Le démarreur principal et la caractéristique inhabituelle montée sur le côté ont été loués pour leur commodité. Les pilotes n'avaient pas besoin de donner un coup de pied vers le bas comme une mule. Ils pouvaient le tapoter en vitesse et partir. En février 1955, le prototype est officiellement devenu la Yamaha WA1 et le 1er juillet, une nouvelle entreprise est née, Yamaha Motor Koma Latida. Elle a été séparée de Nippon Gaki avec une mission unique, fabriquer des motos capables de conquérir le monde. Avec un personnel d'environ 275 employés, ils ont construit environ 200 unités par mois à la fin de l'année 1955, un nombre impressionnant pour une toute nouvelle marque. Mais plus important que les chiffres était le message. Ce n'était pas seulement un fabricant d'instruments s'essayant au moteur, c'était une entreprise prête à construire des machines sérieuses. La YA1 et la compétition, il n'a fallu qu'une montagne pour tout changer. En juillet 1955, quelques mois après le lancement de la YA1, Yamaha a inscrit sa nouvelle machine à la 3e course de montée du mont Fuji. Ce n'était pas une longue course, ce n'était même pas une grande course selon les normes mondiales. Mais dans le Japon d'après-guerre, c'était le terrain d'essai, un parcours de montée de col brutal taillé dans le flanc de la montagne la plus emblématique du pays, sinueux, poussiéreux et imprévisible. Ce n'était pas une question de vitesse. C'était une question de survie. Yamaha n'est pas venu avec une moto de course d'usine.
Ils ont engagé le même modèle de production Uri 1 que n'importe qui pouvait acheter chez un concessionnaire. Pas de carénage, pas de réglage, juste un 2 temps de série avec un réservoir rouge foncé et des liserés dorés. Leurs rivaux, y compris Honda et Meguro, ont apporté des machines plus établies. Ils avaient des équipes de course, de l'expérience en réglage et l'histoire de leur côté. Yamaha n'avait rien de tout cela, mais ils avaient quelque chose de mieux, la précision. La YA1 a grimpé la montagne avec une traction impeccable et a maintenu sa puissance à chaque virage en épingle. Elle ne vibrait pas et ne surchauffait pas. Et il ne perdait pas de régime en altitude. Il fonctionnait simplement. Et quand les résultats de la catégorie 125 cm3 sont arrivés, il était là. Première place, Yamaha. Personne ne s'y attendait, surtout pas de la part d'une entreprise qui, 6 mois plus tôt, n'avait jamais construit de moto. Mais ce n'était que le début. Plus tard cette année-là, en novembre 1955, Yamaha participa à la première course des Hautes Terres d'Asama, un nouvel événement national d'endurance organisé sur les pentes du mont Asama, une montagne volcanique avec du gravier noir, un terrain instable et un temps imprévisible. Elle était conçue pour casser les motos, et elle l'a fait. La plupart des machines avaient du mal à maintenir l'adhérence ou perdaient de la puissance dans l'air raréfié de la montagne. Le terrain usait les pneus et obstruait les filtres à air, mais Yamaha était bien préparé. Une fois de plus, ils ont aligné des YR1 presque de série et une fois de plus, ils ont terminé en force. En fait, ils ont fait plus que simplement terminer. Ils ont dominé. Yamaha a raflé les 3 premières places du podium dans la catégorie ultra-légère 125 cm3, réduisant au silence les critiques qui pensaient que leur première victoire au Mont Fuji était un coup de chance. La libellule rouge s'était révélée non seulement comme une moto de ville, mais aussi comme une machine sérieuse dans des conditions sérieuses. Derrière ces victoires se trouvait une équipe qui avait été construite à partir de zéro. Yamaha n'avait pas de pilote vétéran. Ils n'avaient pas de département de course avec des décennies d'expérience. Ce qu'ils avaient, c'était la conviction et un président, Junichi Kawakami, qui insistait pour qu'ils traitent la course comme de l'ingénierie. 10 pilotes ont été sélectionnés, non pas pour leur renommée ou leur style, mais pour leur constance, leur concentration et leur discipline. Ils se sont entraînés en interne, pilotant des motos d'usine sur des terrains accidentés, repoussant les limites de l'adhérence et de l'usure de l'embrayage. Chaque échec était consigné. Chaque succès était étudié. Yamaha ne voulait pas seulement courir, il voulait comprendre pourquoi il gagnait, et les victoires continuaient d'arriver. À la fin de l'année 1955, Yamaha avait surpris le monde de la moto. La YA1 n'était pas seulement un premier produit solide, c'était une machine de course compétitive, prête à l'emploi. Ce genre de succès a construit la confiance. À l'intérieur de l'usine, les ingénieurs qui doutaient autrefois de l'avenir de l'entreprise marchaient maintenant avec plus d'assurance. À l'extérieur, le public commençait à croire au nom Yamaha. Les ventes reflétaient ce changement. Lors de sa première année, Yamaha a vendu 2272 unités de YA1, la plupart à des moteurs nationaux qui n'avaient jamais acheté de produits Yamaha auparavant. Ce chiffre triplerait au cours des prochaines années. La réputation de la moto en course offrait aux acheteurs quelque chose en quoi ils pouvaient avoir confiance. Ce n'était pas seulement beau, il avait fait ses preuves, pas sur le papier, pas dans les publicités, sur la route, à la montagne, et bientôt, il ferait de même à l'étranger. En 1958, Yamaha a emmené le YR1 à l'étranger, l'inscrivant au Grand Prix de Catalina en Californie. Ce n'était pas un début en douceur. Le Catalina Grand Prix était l'une des courses tout-terrain les plus brutales en Amérique du Nord, tenue sur une île avec des montées raides, du sable et plus de 1000 pilotes venant des États-Unis et d'Europe. La plupart des motos japonaises à l'époque n'étaient même pas vendues aux États-Unis, encore moins considérées comme fiables pour des événements internationaux. Mais la YA1 s'est classée 6e dans sa catégorie, un résultat surprenant pour une entreprise toute nouvelle venant de l'autre bout du monde. Confrontation technique contre choc culturel. Si vous enleviez la peinture du YA1, sa structure semblerait familière aux ingénieurs en Allemagne, en Grande-Bretagne ou même aux États-Unis. C'est parce que le cœur de la première moto de Yamaha a été construit à partir de l'héritage de la DKW RT 125, un design allemand qui a discrètement changé la motocyclette mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les plans de DKW ont été mis à la disposition des puissances alliées dans le cadre des réparations de guerre. Et soudain, tout le monde, de Harley-Davidson en Amérique à BSA au Royaume-Uni, avait une version de la même moto. Les ingénieurs de Yamaha ont étudié le DKW attentivement. L'original allemand était simple, robuste et éprouvé dans des conditions de combat. Mais au lieu de le copier pièce par pièce, Yamaha l'a rétro-conçu avec une différence. Elle voulait créer quelque chose de plus pointu, plus raffiné et mieux adapté aux conditions de conduite uniques du Japon.
Le résultat n'était pas juste un clone, c'était une évolution. La disposition mécanique du YA1 restait proche du concept de base du RT125, un modèle léger, à 2 temps, monocylindre pour les trajets quotidiens, mais presque chaque détail a été amélioré. D'abord, Yamaha a ajouté une transmission à 4 vitesses, alors que la plupart de ses concurrents, y compris Honda à l'époque, utilisaient encore 3. Cela donnait au YA1 un meilleur contrôle à différentes vitesses, surtout sur les routes dégradées et les pentes raides du Japon. Puis vint le démarreur à kick principal, une amélioration rare et réfléchie. Au lieu de monter la pédale de kick sur le dessus ou à l'arrière du moteur, Yamaha l'a placée sur le côté et l'a rendue utilisable même lorsque la moto était en prise. Ce n'était pas seulement pratique, c'était intelligent. Par temps froid ou dans les villes bondées, cela faisait toute la différence. La suspension a également reçu de l'attention. La YA1 utilisait des fourches avant télescopiques et une suspension arrière de type plongeur, ce qui permettait un débattement vertical limité tout en gardant le cadre compact et robuste. Ce n'était pas un montage de course, mais c'était nettement mieux que les cadres rigides encore utilisés par de nombreux fabricants japonais au milieu des années 50. Chaque composant était propre, efficace et soigneusement fabriqué. On pouvait ressentir l'expérience de l'entreprise dans les instruments de musique. Il y avait une sorte d'harmonie mécanique dans la façon dont le moteur, la boîte de vitesse et le cadre fonctionnaient ensemble. Mais malgré toute cette innovation, la YA1 n'en avait pas l'air. Alors que les motos britanniques arboraient des réservoirs noirs élégants et des sièges bas, Yamaha a lancé une machine d'un rouge-marron profond avec des filets dorés et du chrome poli. Les courbes étaient élégantes, presque délicates, plus semblables à un violoncelle laqué qu'à une moto rugissante. Les motards lui ont immédiatement donné un surnom Akita Tombo ou Libellule rouge. C'était beau, mais cela a dérouté les gens. La plupart des motos au Japon à l'époque étaient utilitaires, noires, carrées et simples. Le style du YA1 semblait déplacé. Certains pensaient qu'il était trop voyant. D'autres pensaient qu'elle ressemblait à un jouet, et bien qu'elle ait impressionné sur la piste, elle ne faisait pas toujours tourner les têtes dans la rue comme une moto plus grande et plus bruyante pourrait le faire. Et puis vint le prix. En 1955, la YA1 se vendait environ 138 000 yens, à une époque où le salaire mensuel moyen au Japon était inférieur à 10 780 yens. Cela en faisait un investissement sérieux. De nombreux acheteurs ont choisi des motos moins chères et plus rudimentaires qui faisaient simplement le travail, même si elles n'étaient pas aussi raffinées. Ce décalage entre l'excellence technique et les attentes culturelles a fait du YA1 un paradoxe. Les motards le respectaient, mais ne le voulaient pas toujours. Il était fiable, mais ne criait pas rébellion. Il était précis, mais pas bruyant. Il ne fuyait pas l'huile, ne faisait pas de bruit. Il fonctionnait simplement. Et dans une culture de la moto qui romantisait encore le danger et la saleté, cela ne suffisait pas toujours. Course plus exportation, plus évolution. La libellule rouge n'a pas volé seule longtemps. Après les victoires surprises de la Warrior au Mont Fuji et à Asama, Yamaha savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter à un seul modèle. Le monde de la moto changeait rapidement et la concurrence ne ralentissait pas. Pour rester en tête, Yamaha devait évoluer rapidement et délibérément. Le chapitre suivant est arrivé en 1957 avec la sortie de la YA2. À première vue, il ressemblait beaucoup à l'original, même courbe élégante, même taille générale, mais en dessous, c'était une machine différente. Le moteur avait été légèrement amélioré et comportait un cylindre en fonte plus robuste, ce qui le rendait mieux adapté à un usage intensif. Yamaha est également passé d'une suspension arrière à ressort à un système à bras oscillant, un grand pas en avant en matière de maniabilité et de confort. La YA2 a conservé la finition en lac rouge, mais ce n'était pas seulement une mise à jour esthétique. Cette moto était plus raffinée, plus durable et destinée aux conducteurs quotidiens qui voulaient de la performance sans sacrifier la fiabilité. Il n'a pas fait les gros titres comme le YA1, mais il a aidé Yamaha à solidifier sa réputation auprès des clients, puis vint le YB1, une version plus accessible du YA2 qui réduisait le poids et le coût tout en conservant le même ADN. C'est devenu l'option de choix pour les nouveaux motards qui voulaient la qualité d'ingénierie de la ligne YA1 sans le prix élevé. Pensez-y comme la première vraie moto d'entrée de gamme de Yamaha sans les compromis habituels. Et puis, en 1956, est venu le YC1, une amélioration sérieuse en puissance et en intention. Avec un moteur de 174 cm3, il a propulsé Yamaha dans une catégorie de performance supérieure. Toujours un deux temps, toujours fiable, mais maintenant avec plus de punch. Le YC1 a marqué une transition claire. Yamaha ne fabriquait plus seulement des poids légers, il s'étendait et rapidement. Mais l'évolution ne concernait pas seulement les numéros de modèle. Il s'agissait de géographie et Yamaha avait les yeux tournés vers l'autre côté du Pacifique.
En quelques années, les motos Yamaha étaient officiellement vendues aux États-Unis et l'élan a continué de croître à partir de là. Mais tandis que les plans d'exportation s'élargissaient, le cœur de Yamaha était toujours dans la course. C'est là que tout a commencé, et Genichi Kawakami ne l'a jamais oublié. Au lieu de considérer la course comme un coup de marketing, il a redoublé d'efforts. Il croyait que ce que Yamaha apprenait en compétition façonnerait chaque moto qu'il construisait pour la route. Ainsi, Yamaha a créé un département de course formelle, pas un projet annexe, pas un passe-temps de week-end, une division à part entière chargée de développer des machines compétitives et de former des pilotes capables de les mener à la victoire. Cela n'était pas courant à l'époque. La plupart des fabricants soit sponsorisaient à des courses, soit ajustaient des motos de production. Yamaha a construit de nouveaux modèles en pensant à la course, jusqu'à la géométrie du cadre et au calage des ports. Ils ont testé chaque innovation dans des conditions réelles. Si cela échouait sur la piste, cela n'allait pas en salle d'exposition. Des courses de côte au Japon au motocross et courses sur route à l'étranger, l'empreinte de Yamaha dans la course s'est rapidement étendue. Les pilotes ont commencé à faire confiance à la marque non seulement à cause de sa réputation, mais parce qu'ils avaient vu les motos gagner encore et encore. À la fin des années 1950, Yamaha n'était plus seulement une entreprise de piano qui fabriquait une moto de temps en temps. Ils étaient une entreprise de moto, point, et ils ne faisaient que commencer. Pourquoi cela a été oublié? La WEA-1 n'était pas conçue pour être oubliée, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Malgré toutes ces innovations, malgré toutes ces victoires en course, la moto qui a lancé Yamaha dans l'histoire de la moto s'est lentement effacée en arrière-plan. Elle ne tombait pas en panne, elle n'échouait pas sur la piste. Cela ne s'est même pas fait du jour au lendemain. C'était quelque chose de plus discret, plus lent, inévitable. Il a été éclipsé. À la fin des années 1950, les motos changeaient rapidement. Les motards ne cherchaient pas seulement quelque chose de fiable. Ils voulaient plus de puissance, plus de vitesse et un moteur plus grand. Le 125 cm3 deux temps qui avait porté Yamaha jusqu'au mont Fuji commençait à paraître petit, même dans sa propre catégorie. D'autres marques lançaient des motos plus grandes avec des moteurs plus puissants, un style plus audacieux et plus de cylindres. Soudain, la Yo-1 ressemblait à un héros d'hier, et ce n'était pas seulement une question de chiffres sur une fiche technique. Le monde de la moto devenait littéralement plus bruyant. Les bicylindres 4 temps britanniques rugissaient avec présence. De nouveaux moteurs à haut régime venus d'Europe rugissaient à travers la campagne. Même la gamme de Yamaha commençait à dépasser le bourdonnement discret du YA-1. La machine qui autrefois semblait propre et efficace commençait à paraître timide. Pendant un certain temps, le charme du 2 temps du YA-1 avait encore des fans. Mais le charme ne gagne pas les confrontations sur le parking. Et dans un monde qui se dirige vers le bruit, la puissance et le clinquant, un petit moteur monocylindre n'avait aucune chance. C'est à ce moment-là que le véritable écart a commencé à se manifester, non pas en termes de performance, mais de perception. Car le YA-1 n'était pas seulement techniquement modeste, il n'avait pas l'air dangereux. Et pour un nombre croissant de motards d'après-guerre, c'était un problème. Elle ne voulait pas quelque chose de poli. Elle cherchait de l'arrogance. Les attentes culturelles évoluaient. Les motos n'étaient plus seulement des outils, elles étaient des déclarations. Et la YA-1 ne criait pas rébellion. Il n'aboyait pas dans la rue, ni n'attirait les regards à un feu rouge. Sa peinture rouge châtaigne et ses filets dorés semblaient élégants, voire délicats, à une époque qui adoptait les réservoirs noirs, les tuyaux chromés et les postures agressives. C'était l'ère de l'attitude. Les motards voulaient des motos qui semblaient pouvoir causer des ennuis. Le YA-1 avait l'air de vous offrir une tasse de thé. Même Yamaha semblait le remarquer. À la fin des années 1950, l'entreprise changeait rapidement de cap, lançant des modèles comme le YC1 et plus tard, la série YDS qui avait des lignes plus nettes, des moteurs plus gros et un impact visuel plus fort. La libellule rouge, autrefois un symbole fier, fut discrètement mise de côté. Mais ce n'était pas seulement l'image qui a poussé la YR1 dans l'obscurité. C'était aussi une question d'économie. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, lorsque la moto a été lancée en 1955, elle se vendait environ 138 000 yens à une époque où la plupart des motards de la classe ouvrière gagnaient moins de 15 000 yens par mois. Cela faisait de YA-1 un produit haut de gamme dans un marché qui n'était pas prêt pour cela. Honda et d'autres marques locales proposaient des motos plus petites et plus simples qui n'avaient pas la même qualité de fabrication, mais elles avaient un avantage majeur. Elles étaient bon marché. Pour l'acheteur moyen, c'était suffisant. Même lorsque Yamaha a sorti des versions moins chères comme la YB1, la YA-1 originale a conservé sa réputation de machine de boutique. Trop raffinée pour la rue, trop silencieuse pour la scène, trop chère pour la plupart. Et la concurrence n'a pas attendu. Des marques
marques comme Honda, Suzuki et même des importations étrangères inondaient le marché avec des modèles qui semblaient plus audacieux, coûtaient moins cher et promettaient plus de sensations par trajet. Les motards ne comparaient pas la métallurgie ou la conception du carter, ils comparaient l'apparence, le volume et le prix. La Voiture, autrefois révolutionnaire, est devenue l'équivalent motocycliste d'un génie oublié, brillant mais trop en avance. Au moment où les gens ont rattrapé leur retard, le moment était passé. Avec le recul, il est facile de dire que la YR1 méritait plus de respect, mais les motos ne sont pas seulement mémorisées pour ce qu'elles ont fait, elles sont mémorisées pour la façon dont elles ont fait ressentir les gens, et la vérité est que pour de nombreux motards à la fin des années 50, la YR1 ne les faisait pas se sentir sauvages ou libres, elle leur donnait un sentiment de responsabilité. C'est pourquoi elle a disparu. Héritage. Impact. Le YR1 a peut-être été oublié par le grand public, mais ses empreintes sont partout. Regardez sous le réservoir de presque toutes les Yamaha qui ont suivi, de la RD 350 à la R1N, vous trouverez une ligne directe remontant à ce petit deux temps rouge. L'ADN technique de la YA1 n'a pas seulement posé une fondation, il a réécrit le manuel d'ingénierie de Yamaha. Cette transmission à 4 vitesses pourrait être la norme maintenant, mais elle était à la pointe en 1955. La plupart des concurrents comptaient encore sur des transmissions à 3 vitesses maladroites ou des conceptions de changement de vitesse imprécises. La boîte de vitesse de Yamaha était fluide, précise et suffisamment durable pour courir directement depuis le showroom. Ensuite, il y avait le mécanisme de kickstart primaire, un petit détail sur le papier, mais un énorme avantage en termes d'utilisation. Il permettait au pilote de démarrer la moto alors qu'elle était encore en prise, rendant les démarrages à froid et les arrêts au feu beaucoup moins stressants. C'était une subtile démonstration de praticité. Pas de clinquant, mais les motards l'ont remarqué. La YR1 était également équipée de fourches à vent télescopique à une époque où les mini-motos avaient encore des configurations obsolètes à bras oscillants ou des conceptions rudimentaires à ressort. L'approche de Yamaha offrait aux pilotes plus de stabilité, une meilleure sensation de direction et moins de fatigue lors des longs trajets. Ce n'étaient pas des gadgets, c'étaient des innovations fonctionnelles et elles ne se sont pas estompées avec la YR1, elles ont mûri. La légendaire série RD des années 1970, avec des deux temps légers comme la RD 350 et la RD 400, a conservé le même accent sur les cadres compacts, les performances nerveuses et les composants inspirés de la course. Et lorsque la série R à 4 temps est arrivée des décennies plus tard, en commençant par la Easy FR1, elle a toujours suivi ce même plan, légère, rapide et prête pour la piste dès la sortie de la caisse. Mais la véritable identité de Yamaha ne s'est pas seulement construite dans l'atelier, elle s'est construite sur le flanc d'une montagne. Lorsque la YA1 a gravi le mont Fuji en 1955, ce n'était pas juste une course, c'était une déclaration. Cette victoire a montré au monde que Yamaha ne se contentait pas de fabriquer des motos. Il se souciait de les tester, de les prouver, de les pousser au-delà de ce que la fiche technique disait qu'elle pouvait faire. Le balayage suivant à la course des hautes terres d'Asama n'a fait que renforcer ce message. Pas de truc, pas de réglage, juste une fabrication de précision, une ingénierie réfléchie et une obsession pour la qualité. Ces courses ont été la naissance de quelque chose de plus grand, la culture de la course de Yamaha. Et contrairement à de nombreux fabricants qui considéraient la course comme un passe-temps ou un coup de marketing, Yamaha l'a prise au sérieux. Ils ont créé un département de course dédié, embauché des pilotes d'essai, collecté des données. Chaque course était un laboratoire. Cet état d'esprit axé sur la course est resté. Aujourd'hui, les motos MotoGP de Yamaha, les champions de motocross et les coureurs d'endurance tirent tous leur attitude des ascensions de la libellule rouge. Gagner n'était pas une question de force brute, mais d'équilibre, de clarté et d'exécution. Le Japon a pris note, ainsi que les ingénieurs, les collectionneurs et les historiens. En reconnaissance de son influence, la YA1 a été officiellement inscrite par la Société des ingénieurs de l'automobile du Japon, JSAU, comme l'un des 240 jalons de la technologie automobile japonaise. Cette liste inclut des révolutionnaires comme la Toyota 2000 GT et la Honda CB 750. Pour une moto de première génération d'une entreprise connue pour les pianos d'atteindre ce niveau, ce n'était pas juste une validation, c'était un héritage. Mais peut-être que le plus grand impact de la YA1 était ce qu'elle a prouvé en dehors de la course et de l'ingénierie. Elle a montré au monde qu'une entreprise née du son pouvait maîtriser le mouvement. À cette époque, personne n'aurait cru que les gens fabriquant des orgues à hanches à Hamamatsu défieraient un jour les meilleures motos du monde. Mais ils l'ont fait, et ils l'ont fait rapidement. En l'espace de 3 ans après le lancement de la YA1, Yamaha était devenu un concurrent mondial sérieux.
En 10 ans, ils vendèrent des motos sur tous les continents. En 20 ans, ils gagnaient des courses contre les plus grands noms d'Europe. La WI1 a rendu cela possible. Elle a défini la manière dont Yamaha fonctionnerait, sans suivre les tendances, sans faire de compromis, simplement en construisant la meilleure machine possible, même si personne ne regardait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quel est, selon vous, le modèle de moto Yamaha le plus sous-estimé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.